Vous avez vu Jordan Bardella, il a pris un œuf. Jordan Bardella, après avoir reçu un jet de farine de la part d'un jeune de 17 ans, un retraité septuagénaire, lui a écrasé un œuf cru sur la tête. Toutes nos pensées pour le brushing de Jordan Bardella, qui était absolument irréprochable en cette séance de dédicace. On ne s'en réjouit pas, hein. Vous connaissez ma position. Je considère que le débat public doit se faire à coups d'arguments, que l'extrême droite doit se vaincre par l'opposition frontale, vigoureuse, c'est vrai, mais argumentative de la parole, et non pas en allant jeter des œufs, d'autant que je pense que c'est tout à fait contre-productif, puisque ça leur donne l'occasion derrière de se victimiser. Ça, c'est ma position. Une fois qu'on a dit ça, c'est un œuf. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que, évidemment, derrière, Jordan Bardella a déployé une magnifique campagne de victimisation. Jordan Bardella sur Twitter, je vais bien. Merci à tous pour vos messages de soutien. Évidemment que tu vas bien, frérot, c'est un œuf. Plus nous progressons, plus nous nous rapprochons du pouvoir, et plus la violence de l'extrême gauche, de l'intolérance et de la bêtise pure se déchaîne. Mais il souffle sur la France un vent de liberté, de fierté nationale et de patriotisme qu'ils ne pourront pas arrêter. Alors, on rappelle que les groupuscules d'extrême droite, eux, ils agressent, ils violentent, ils empêchent la tenue de réunions d'associations marquées à gauche. Il y a une vraie violence qui se déchaîne, c'est la violence d'extrême droite. Elle s'est manifestée dans les rues de Paris. Souvenez-vous de ces militants néo-nazis qui, à Angers, avaient forcé deux jeunes de faire un salut nazi dans la rue et, devant leur refus, les ont tabassés. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Rennes et partout ailleurs. Donc là, oui, il y a une vraie violence qui se déchaîne dans les rues depuis maintenant des années et des années, bien sûr, mais dont on sent qu'elle se libère depuis 2024 et depuis le fait que le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. C'est la violence d'extrême droite, bien sûr. Il s'est pas arrêté là parce que, regardez, il était sur CNews, bien sûr. L'actualité brûlante, je le disais, puisque hier, vous avez été agressé en pleine séance de dédicace. Ça s'est passé à Moissac par un homme qui s'en était déjà pris d'ailleurs à Éric Zemmour. Le journaliste ne parle pas à aucun moment ici de en quoi consiste cette agression. Quand l'agression consiste à aller écraser un œuf sur la tête de quelqu'un, c'est une agression, effectivement, mais il y a quand même une volonté de ne pas blesser. Quand tu parles d'un homme politique qui a été victime d'une agression, tu n'imagines pas un homme politique qui a été enœufé. Son intégrité physique, à l'exception notable de son brushing, n'a cependant pas été mise en cause. Je crois que c'est important de le rappeler. J'ai déjà été agressé par un mineur de 17 ans qui s'en est pris à moi et aux agriculteurs avec qui je discutais à la foire de Vesoul. Ouais, il a été agressé, on lui a jeté de la farine dessus. Je ne résiste pas évidemment à faire à cet endroit un petit détour, bien sûr. Jordan Bardella qui, pour parler de cette première agression, il en parle aujourd'hui comme d'une agression, a eu un mot vraiment incroyable. Un gamin de 16 ans, qui a probablement manque d'éducation des parents, qui a jeté de la farine sur les agriculteurs et sur moi-même. Jean Moulin a fait mieux par le passé. Hein. C'est quand même un peu rigolo. L'objectif, quand il dit Jean Moulin a fait mieux par le passé, ce qu'il entend dire, c'est une forme de comparaison ridiculisante, une forme de comparaison dépréciative, consistant à dire ce jeune se prend pour un grand héros et un grand résistant en jetant de la farine, comparé au courage qu'a eu Jean Moulin, à l'action qu'il a déployée et au risque qu'il a pris et au prix qu'il a dû payer, c'est quand même tout à fait dérisoire. Voilà. Donc c'est une manière pour lui, cette comparaison dépréciative, rapportée à l'héroïsme de Jean Moulin, c'est une manière de minorer l'événement et de se moquer de l'action choisie par ce jeune. Bravo Jean Moulin. Le problème, c'est que en comparant les actes de ce jeune de 17 ans à ceux de Jean Moulin, il se compare lui-même très explicitement aux nazis. On a le droit de dire que c'est un contre son camp, il n'y a pas de problème, c'est validé. Jordan Bardella comparé à un nazi par Jordan Bardella, c'est fait, c'est bon, c'est dans la boîte. Mais si nous on le dit, on va nous dire que c'est un point Godwin. Si lui il le fait, pour le coup, on a le droit de le retenir contre lui. Ah, ça, on a le droit. Hein. Puis il y a eu cette agression qui a été assez virulente de la part d'un individu qui est effectivement connu des services de police. On va pas reprocher à Jordan Bardella de déployer cette rhétorique. Dans le choix des mots, dans le champ lexical, il y a une forme de dramatisation, une hyperbole systématique qui est plaquée sur les événements pour tenter de faire passer tout cela comme des agressions, comme des tentatives de limiter sa liberté d'expression, alors que il a reçu de la farine il y a une semaine et un œuf aujourd'hui. Certains disent un peu malicieusement dans le chat, la prochaine fois ce sera du lait et on a des crêpes. C'est pas tout à fait faux. Je vais la détendre, c'est-à-dire l'allonger avec de la bière. Il y a une volonté rhétorique, un travail sur les termes qui est un travail conscient, qui est un travail qui consiste à exagérer tout cela pour tenter de donner à tout cela une connotation beaucoup plus grave
est beaucoup plus antidémocratique que cela ne l'est réellement. Mais il a le droit de le faire. C'est sa partition. Tu vas pas reprocher à un homme politique de jouer sa partition. Par contre, on peut quand même s'interroger sur une partie des médias qui relaye ça totalement au premier degré. Là, on vient de voir CNews parler d'une agression, on vient de voir le présentateur de CNews parler de cet événement d'une voix grave et affectée. Mais tu me diras, c'est CNews. Le problème, c'est que c'est pas le seul. L'agression de Jordan Bardella. Un mot sur cette agression. Jordan Bardella a été agressé. Cette agression. Est-ce qu'en effet, on banalise un peu trop la violence contre Jordan Bardella ? Jordan Bardella a été agressé. L'agression dont a été victime Jordan Bardella. Jordan Bardella agressé hier. Jordan Bardella agressé. Qu'est-ce que cela dit du climat politique ? Vous en savez plus ce matin sur le profil de l'agresseur. Le RN appelle toute la classe politique à condamner unanimement cette agression. Vous le condamnez malgré vos divergences ? Est-ce que vous lui apportez votre soutien ? Est-ce que vous pointez directement ce soir la gauche et l'extrême gauche ? Les intervieweurs, une partie d'entre elles et d'entre eux en tout cas, posent la question sur un ton emprunté, semblant parler de quelque chose de très grave, parle d'agression, on oublie parfois presque de mentionner qu'il s'agit d'un œuf écrasé. Quand Jordan Bardella tente d'utiliser cet œuf écrasé pour se faire passer pour une grande victime de violences politiques à la manière d'un Donald Trump se relevant héroïquement, poing dressé, oreille en sang. Là, on a un travail d'hyperbole, d'exagération qui est tout à fait sophistique, mais qui est dans sa partition. Par contre, quand certains journalistes comme Elliott Deval sur CNews s'amusent à poser la question eux-mêmes d'un air compatissant, là, on peut commencer à se poser des questions. Le problème, c'est que ça n'est pas que le fait de CNews et ça n'est même pas que le fait des intervieweurs. Il y a ce papier qui a été publié dans Le Monde. Agression de Jordan Bardella, la garde à vue du suspect prolongée. Le parquet enquête sur ses motivations, déjà connues pour des actions similaires contre d'autres figures politiques. L'agriculteur interpellé à Moissac intrigue les enquêteurs sur ses motivations profondes. Le ministre de l'Intérieur a condamné très fermement une agression inacceptable dimanche sur BFM TV. Il n'y a le mot œuf ni dans le titre ni dans le chapeau. Quand tu lis ça, t'as vraiment l'impression que Jordan Bardella a été passé à tabac, qu'il est passé près de la mort, que son intégrité physique a été gravement mise en cause et menacée. Le mot agression est présent 2 fois, une fois assumé par le journal Le Monde, une fois repris en citant Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. On parle d'un agriculteur interpellé, récidiviste, connu pour des actions similaires. Donc là, on est vraiment dans un vocabulaire qui ne laisse, quand tu ne lis que cela, qui ne laisse absolument pas suspecter qu'il s'agit d'un cas d'enfarinement, d'entartement et en l'occurrence d'enneufement. Quand ça émerge dans le vocabulaire des journalistes, ça me semble éminemment problématique. Et alors, pour ne pas parler de Laurent Nunez, qui en effet, comme le disait le journal Le Monde, a réagi. Non, bien sûr, je condamne très fermement cette agression. C'est inacceptable. Nous sommes dans une démocratie. Tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Quels qu'en soient les motifs, c'est absolument inacceptable. Et ça dénote aussi un durcissement du climat politique. Entendre Laurent Nunez s'émouvoir ainsi d'un œuf écrasé sur la tête d'un responsable politique, alors que le même Laurent Nunez n'avait que des euphémismes à la bouche pour parler des ordres illégaux donnés à Sainte-Soline visant à effectuer des tirs tendus potentiellement mortels. Et Laurent Nunez qui disait « Oui, il y a effectivement eu quelques gestes individuels qui ne sont pas tout à fait conformes aux procédures. » D'abord, je rappelle le contexte, Benjamin Duhamel. Je rappelle toujours, moi, le contexte. Là, on parlait pas de choses inacceptables. On parlait pas d'une structure absolument tragique et scandaleuse, de violences systémiques commises par la police et encouragées par les ordres de la direction. Quand tu compares les 2 interviews, tu tombes de ta chaise. Évidemment que je ne suis pas du tout content des propos que j'ai pu entendre. Ce qui est intéressant, et qu'il faut peut-être remarquer tout de même ici, c'est que le fait qu'un responsable politique soit frappé par un œuf, ça n'est pas une nouveauté, et plus généralement, la France en fait a une grande tradition de voir les responsables politiques se voir ainsi déverser sur elle et sur eux des œufs, des tartes, de la farine, c'est quelque chose qui est très ancien. Dès 1902, on avait un député, le député Charles-Ernest Paulmier, qui s'est vu visé par un double lancer d'œufs dans l'enceinte même de l'Assemblée nationale, il y a plus d'un siècle. Et alors si on regarde l'histoire la plus récente, et pour se concentrer seulement sur les œufs, je ne pensais pas dire cette phrase un jour, ça a été beaucoup rappelé, il se trouve que le septuagénaire qui a visé Jordan Bardella s'en était déjà pris 2 ans plus tôt, en 2022, à Éric Zemmour. On peut regarder quand même les titres à ce moment-là. France Bleu, un septuagénaire condamné pour avoir écrasé un œuf sur la tête d'Éric Zemmour. Tiens, le mot agression n'apparaît pas. Éric Zemmour reçoit un œuf sur la tête à Moissac, Ouest-France, Tarn-et-Garonne.
Peine symbolique pour le retraité qui avait lancé un œuf sur la tête d'Éric Zemmour. On voit bien ici que le champ lexical n'est absolument pas celui de l'agression. Pourtant, ce sont exactement les mêmes actes commis par la même personne, au même endroit, contre, c'est intéressant, un représentant de l'extrême droite. Mais ça n'est pas tout. Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, s'est fait viser par des œufs qui certes n'ont pas atteint sa cible, mais s'est fait viser par des œufs néanmoins en 2017. On peut là aussi aller regarder les titres de presse. Jean-Luc Mélenchon visé par des œufs dans une cité de Marseille. Législative, Mélenchon chahuté avec des œufs à Marseille. Le Dauphiné à Marseille, Mélenchon accueilli par des jets d'œufs. On voit que là aussi, le vocabulaire d'agression n'est absolument pas utilisé. Et alors, Emmanuel Macron, la même année, 2017, lui, pour le coup, a bien reçu un œuf en pleine tête lors de sa visite au Salon de l'Agriculture. Le point, Macron cible d'un jet d'œufs au visage au Salon de l'Agriculture. Le Parisien, Emmanuel Macron, reçoit un œuf en pleine tête au Salon de l'Agriculture. Là encore, le mot d'agression est absent. Libération, reportage, Macron se prend un œuf au Salon de l'Agriculture. 2 points, c'est le folklore et c'est ce que lui-même dit d'ailleurs. C'est ce que lui-même dit et c'est comme ça, à l'époque, que cette affaire est perçue. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'est pas le seul à percevoir cela comme du folklore, il n'est pas le seul à trouver que ça n'est pas si grave. Regardez ce qu'en disait, par exemple, Jordan Bardella lui-même, ça c'est le tweet de Jordan Bardella le 1er mars 2017, quoi de neuf at Emmanuel Macron, point d'interrogation. On apprécie le calembour, mais surtout, là, il ne parle pas d'agression, il ne parle pas de violence, il ne parle pas de brutalisation du débat politique, il ne considère pas Emmanuel Macron comme un grand résistant, il se permet même de faire de l'humour, ou du moins, ce qui s'en rapproche le plus, manifestement, pour Jordan Bardella. Bon, on voit bien là à quel point est-ce que cet événement, concernant Jordan Bardella, a été présenté par lui-même d'une manière tout à fait singulière, en rupture avec les cas nombreux qui précèdent, mais surtout, on voit comment est-ce que la presse a choisi, a accepté de reprendre ce cadrage en rupture totale avec la manière dont cette même presse avait couvert les affaires précédentes. On voit bien ici que non seulement il y a un travail de victimisation et d'héroïsation tout à la fois mené par le Rassemblement national, encore une fois, c'est leur partition, c'est le choix qu'ils font, ils tentent de se mettre dans les pas de Donald Trump, si vous me demandez mon avis. Considérant un écrasement d'œufs, c'est un peu ridicule, mais ça n'est que mon avis, ils ont le droit de se présenter ainsi. Ce qui me semble tout à fait remarquable et même tout à fait contestable, c'est de voir la presse, les journalistes reprendre dans leurs analyses ce cadrage présenté par le Rassemblement national. Un cadrage, on le voit, parfaitement en rupture et donc parfaitement critiquable par rapport à ce qui se faisait et se disait auparavant. Il y a quand même ici, je crois, vis-à-vis du Rassemblement national, une forme d'indulgence, voire de bienveillance qui, je crois, ne peut que nous interroger. Moi, si je voulais m'arrêter là-dessus, c'est parce que ça m'a permis de mettre le doigt sur quelque chose. Je m'apprêtais à vous dire, c'est quand même l'une des dernières étapes de la dédiabolisation du Rassemblement national. Il y a quelques années, si un membre du Rassemblement national s'était fait enfariner, ou s'était fait entarter, ou avait pris un œuf, une bonne partie des citoyennes, des citoyens, voire des journalistes se seraient dit « c'est bien fait, à tort ou à raison », et les autres n'en auraient pas parlé. Là, non seulement Jordan Bardella a micro ouvert partout, mais de surcroît, vous avez vu que dans la manière de poser les questions, voire d'éditorialiser l'article, confère l'article du Monde, on a en fait les journalistes qui reprennent à leur compte cette rhétorique-là. Et donc je m'apprêtais à vous dire, c'est la dernière étape de la dédiabolisation. Et en fait j'y réfléchissais et tout d'un coup je me suis dit, mais en fait c'est pas de la dédiabolisation, c'est de la banalisation de l'extrême droite. Ce terme de dédiabolisation, c'est celui que l'on emploie, et je pense l'avoir moi-même employé, c'est celui que l'on emploie de manière descriptive lorsque l'on parle de la stratégie de communication employée par le Rassemblement national pour tenter d'intégrer la compétition politique ordinaire, pour tenter de rentrer dans ce qu'on appelle désormais de manière nébuleuse, mais qu'on appelle quand même l'arc républicain, et donc, in fine, pour tenter de faire sauter le plafond de verre qui les sépare encore du pouvoir, ou du moins qui jusqu'à peu les séparait encore du pouvoir. Et donc cette stratégie, on en parle de manière descriptive, comme d'une stratégie de dédiabolisation. Elle est hyper dédiabolisée, et elle a travaillé, et elle n'est plus excessive comme elle pouvait l'être avant. Il me frappe désormais que ce terme de dédiabolisation, c'est en fait lui-même un instrument de communication qui a été poussé par le Rassemblement national. D'ailleurs, le mot de dédiabolisation et la stratégie de dédiabolisation, elle est conduite par
Caroline Parmentier, proche de Marine Le Pen, désormais députée, Caroline Parmentier dont on a pu découvrir récemment qu'elle était elle-même éditrice d'un torchon plein de haine dans lequel elle crachait elle-même ses pamphlets homophobes, racistes et antisémites. Mais on a pris beaucoup de temps pour analyser cette stratégie de dédiabolisation. Et je me rends compte qu'on n'a pas pris assez de temps pour analyser le terme lui-même. Dans le concept de dédiabolisation, il y a l'idée intrinsèque que tu étais auparavant diabolisé. Mais si tu es diabolisé, c'est par définition que tu l'es à tort, que tu l'es de manière outrancière, que tu l'es de manière injuste. Quelqu'un qui est diabolisé, c'est quelqu'un qui est mis au banc, mais pour de mauvaises raisons. C'est quelqu'un qui est mis au banc, mais d'une manière scandaleuse. C'est quelqu'un qui est rejeté de la communauté par pure discrimination. Dans l'idée de dédiabolisation, il y a l'idée que le Rassemblement national était lui-même victime d'une diabolisation. Par définition injuste. C'est toujours injuste d'être renvoyé à l'idée que tu es le diable. Parce que personne ne l'est, parce que c'est toujours trop gros, parce que c'est toujours trop exagéré. Mais le RN n'était pas diabolisé. Le RN était, pendant un temps, mis au banc du débat politique français pour de très bonnes raisons. Parce qu'il a été fondé par des fondateurs qui, pour certains, sont d'anciens SS, pour d'autres, sont des nostalgiques revendiqués de l'Algérie française. Pour l'un d'entre eux, Jean-Marie Le Pen est un ancien tortionnaire d'Algériens. Le RN n'a pas été diabolisé. Il a été décrit comme ce qu'il est, un mouvement profondément crypto-fasciste, profondément raciste, dont l'ADN est profondément celle de l'extrême droite française, de l'ancienne extrême droite dont elle perpétue la tradition. Le Rassemblement national, lié par ailleurs, par ses membres, à la radicalité d'extrême droite la plus violente. Frédéric Boccaletti, aujourd'hui député Rassemblement national, ancien libraire négationniste. Frédéric Chatillon, ancien responsable du GUD, très proche de Marine Le Pen, antisémite notoire. Philippe Vardon, ancien conseiller très proche de Marine Le Pen, encore aujourd'hui conseiller très proche de Marion Maréchal Le Pen, donc qui gravite encore dans l'orbite du Rassemblement national. Philippe Vardon qui, à ses 18 ans, chantait crâne rasé, une chanson à la gloire du Zyklon B, derrière d'autres néo-nazis crâne tout autant rasé que lui, qui eux faisaient des saluts hitlériens. On rappelle David Rachlin à Fréjus, qui, hilar, faisait des blagues sur la voiture du Führer. Mercedes, la voiture du Führer. La voiture du Führer. Mettre au banc le Rassemblement national en rappelant son héritage, son ADN profondément raciste, profondément antisémite, structurellement lié à l'extrême droite française, y compris l'extrême droite la plus violente, celle qui, aujourd'hui, au moment où nous parlons, fait régner la violence dans certaines de nos rues. Ça n'est pas le diaboliser, c'est simplement le décrire tel qu'il est. Il me frappe désormais que cette stratégie de dédiabolisation, elle commence par le mot choisi. D'ailleurs, ça n'est pas anodin, le mot lui-même a été forgé par les responsables du Rassemblement national. C'est Alexandre Deshaies qui le rappelle. Alexandre Deshaies, politiste, spécialiste de l'extrême droite en général et du Rassemblement national en particulier. Alexandre Deshaies qui, dans un article du Monde, dit, je cite, « Le mot a été forgé par les responsables du Front national à la fin des années 80, à partir d'un autre néologisme, celui de diabolisation. » C'est donc bien le Rassemblement national lui-même qui met en avant ce terme, preuve que la stratégie commence par le mot. Le mot n'est pas descriptif, il fait partie intégrante de cette stratégie de banalisation de leur idéologie. L'horizon, c'est Marine Le Pen elle-même qui le dit, Jordan Bardella qui le dit également, c'est de réviser notre constitution pour en faire sauter une partie des verrous et permettre in fine l'oppression des droits des minorités par la majorité. C'est aussi ce que souhaite Éric Zemmour, il le dit très explicitement en voulant s'attaquer à l'état de droit. C'est aussi ce que souhaite Bruno Retailleau, il le dit très explicitement en voulant s'attaquer à l'état de droit. Le RN ne le dit pas explicitement, ils sont plus malins que ça, mais ils veulent le faire également. Et c'est tout le sens de leur prétendu référendum sur l'immigration qui en fait serait une révision constitutionnelle visant à faire sauter tous les verrous qui protègent les droits des individus et notamment des minorités. Cette stratégie, c'est pas une stratégie de dédiabolisation, le RN n'a jamais été diabolisé, il a juste été décrit pour ce qu'il est. Un groupement d'extrême droite, ayant encore un antisémitisme structurel qui court, sinon dans ses veines, du moins dans celles, au moins, de ses électeurs et de ses électrices, qui sont les plus antisémites parmi tous les électorats, c'est pas moi qui le dis, c'est l'enquête de la CNCDH. Cet ADN profondément raciste, cette nostalgie encore négationniste, enfin, il est encore là le vieux Rassemblement national. Elle est encore là la brutalité d'extrême droite. Et ils ont réussi à nous faire croire que leur stratégie était une stratégie de dédiabolisation parce qu'ils avaient été initialement injustement diabolisés. Ils ont simplement été décrits comme ce qu'ils sont. Et là, avec cet épisode de l'œuf, on voit, je crois, la traduction claire et explicite de la réussite de cette stratégie. Maintenant, jusque dans la rédaction du Monde, on se fend d'un papier
sur cette affaire en parlant d'agression à 2 reprises dans le titre et dans le chapeau sans jamais mentionner qu'il s'agit simplement d'un œuf écrasé et d'un brushing déconstruit. C'est, je crois, la dernière étape de cette dédiabolisation qui n'en est pas une, qui n'est rien d'autre qu'une banalisation. La grande réussite du Rassemblement national, c'est que cet œuf écrasé au même endroit par le même homme à 2 années de différence n'a pas été traité de la même manière pour Jordan Bardella que pour Éric Zemmour, alors même que l'un comme l'autre véhiculent en réalité la même idéologie et sont tendus vers le même horizon. Mais là, on voit toute la réussite de cette stratégie de banalisation du Rassemblement national, qui a réussi à réintégrer, au moins dans l'esprit de certaines et de certains, au moins dans les représentations, ce prétendu champ républicain. Et qui l'a fait d'ailleurs, et les deux sont tout à fait indissociables, en parallèle d'une stratégie de diabolisation de la France insoumise, désormais renvoyée à un prétendu antisémitisme, alors que jamais aucun de ses membres n'ont été condamnés pour cette raison-là, contrairement aux membres du Rassemblement national. Et donc, ils ont réussi, bien aidés en cela par le gouvernement, à faire accepter l'idée que désormais, les antisémites, c'est la France insoumise. C'est la dernière étape de cette stratégie de banalisation du Rassemblement national, qui réintègre définitivement le champ ordinaire de la compétition politique en diabolisant un autre parti qui, je crois, ne mérite pas de l'être. On peut s'opposer à leurs propositions, on peut être en grand désaccord avec certaines de leurs lignes politiques, ce serait d'ailleurs mon cas pour une partie de ces lignes politiques, pas toutes mais une partie. Mais par contre, les diaboliser ainsi et en faire aujourd'hui le nouveau parti antisémite de France, ça c'est évidemment totalement fallacieux, totalement sophistique, profondément mensonger, mais c'est ce qu'ils ont réussi à faire et c'est comme ça qu'ils ont réintégré ce champ ordinaire de la compétition politique. Et si je vous dis tout cela, c'est parce que je crois que cette affaire de l'œuf en est un nouveau témoignage, loin d'être le premier, peut-être pas même le plus probant, mais en tout cas c'en est un des nouveaux témoignages. Mais surtout, ça me permet de mettre le doigt sur le fait que cette stratégie de dédiabolisation, elle a en réalité commencé par le nom lui-même, stratégie de dédiabolisation, alors que le RN n'a jamais été diabolisé. Il a été décrit comme ce qu'il est, et il est parvenu ces dernières années à se banaliser. Les mots ayant leur sens et leur importance, je pense que c'est important d'en prendre conscience, de le dire, de s'en rendre compte et de comprendre que c'est par là qu'a commencé leur offensive. C'est par là, je crois, que commencera aussi sa déconstruction. Commencer à arrêter d'employer ce mot qui n'est rien d'autre qu'une stratégie de communication du RN lui-même. If you punch a Nazi, who's next? Hopefully more Nazis.